Salut tout le monde. Et oui, déjà on retourne vers Bip Bip et Coyote, mais je me suis dit que le sujet du jour était trop parfait pour une petite vidéo, étant donné les circonstances actuelles. Peut-être avez-vous déjà entendu parler des règles que Chuck Jones aurait établies pour ses cartoons Bip Bip et Coyote, et que lui, les storymen et les animateurs derrière les cartoons devaient suivre. 11 règles au total qu'il a révélées dans son autobiographie, qui auraient fait des cartoons du duo ce qu'ils sont, et qui sont encore régulièrement vus comme un fait avéré par certains fans du travail de Jones. Eh bien, permettez-moi de dire que ces règles, c'est crotte de taureau. Alors, j'adore Chuck Jones et son œuvre autant que n'importe qui, et le gars était super talentueux. Mais il faut bien reconnaître qu'il laissait plus d'une fois l'ego lui monter à la tête. Assez marrant quand il critiquait quelqu'un comme Bob Clampett également pour son ego. Oui, l'âge d'or des cartoons, ça pouvait être aussi une bataille de bites. Tout grand artiste qu'il soit, ça sent la tentative de se donner encore plus de crédit, comme le révèle le collaborateur de Jones de longue date, Michael Maltese, ayant écrit la majorité de ses cartoons. Dans une interview avec l'historien de l'animation Michael Barry, Maltese admet n'avoir jamais entendu parler de ces règles et qualifie ça d'observation a posteriori. Et ce n'est pas difficile de le croire, car on se rend assez vite compte en faisant le tour des cartoons à quel point ces soi-disant règles sont fragiles. Ou alors Bip Bip et Coyote adorent se battre contre les lois. Eh, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose ça. Nous allons donc faire le tour des cartoons du duo pour déterminer combien de fois exactement les dites lois ont été enfreintes. Pour ceux qui ne les connaissent pas, les voici. Bip Bip ne peut faire directement du mal au coyote, sauf en utilisant son cri. Aucune force extérieure ne peut faire du mal au coyote, seulement sa propre incompétence ou l'échec des produits Acme. Les trains et camions sont une exception, de même que ce qui constitue l'environnement du désert. Le coyote pourrait s'arrêter à tout moment, s'il n'était pas un fanatique. Pas de dialogue, à part des mip mip et des cris de douleur. Bip Bip doit rester sur la route pour la simple raison qu'il est un roadrunner, littéralement coureur des routes. L'action est confinée à l'environnement naturel des deux personnages, le désert sud-américain. Tous les outils, armes et commodités mécaniques doivent être fournis par Acme. Dès que possible, faire de la gravité l'ennemi numéro 1 du coyote. Le coyote est toujours plus humilié que blessé par ses échecs. La sympathie du public doit rester du côté du coyote. Le coyote est autorisé à capturer le Bip Bip, mais pas à le manger. Et croyez-moi, la plupart de ces règles ont été enfreintes plus d'une fois. Cependant, je vais me limiter aux cartoons réalisés par Chuck Jones, parce qu'en tant qu'initiateur de ces règles, il devrait plus que quiconque les respecter au mieux possible, non? Ouais, Chuck c'est typiquement l'incarnation de créer des lois juste pour les enfreindre. Ça inclut donc tous ces cartoons de 1949 à 1964, ainsi que les quelques cartoons faits vers la fin de sa carrière et quelques trouvailles additionnelles. Si jamais je passe à côté d'une infraction ou si vous considérez que l'une de mes observations abuse de ce qui est autorisé par les règles, faites-le moi savoir. Et disons que le nombre final sera une approximation. Et on va y aller dans l'ordre chronologique, à commencer par leur tout premier cartoon, Fast and Furious. Eh bien, dès le tout début, Bip Bip montre qu'il est un petit renégat. Dès le tout premier plan du coyote d'ailleurs. Ce dernier utilise un couvercle pour blesser un Bip Bip lancé en pleine vitesse. Mais non seulement Bip Bip esquive le piège, mais en plus il le retourne contre Coyote, enfreignant ainsi la règle numéro 1. Et il continue avec le plan numéro 2, Coyote utilisant un boomerang et Bip Bip faisant de même directement sur la tête du coyote. Au passage, Coyote utilise un boomerang fourni par une marque non indiquée sur la boîte. Donc dans le doute, je ne vais pas considérer ça comme une infraction à la règle 7. Ce ne sera le cas que quand un outil utilisé par Coyote est fourni par une marque visible et autre que Acme. Et ça peut arriver, oui. Et d'ailleurs, dans cette scène, Bip Bip n'est pas sur la route, mais dans un champ de cactus. Donc, infraction à la règle 5. Une nouvelle occasion arrive plus tard, tandis que Bip Bip court sur les rebords d'une montagne, non considérée comme une route. Il n'y a pas une claire indication qu'il s'agit d'une route, tout ça. Ouais, c'est là qu'on va devenir bien relou. Je veux dire, Coyote exploite un peu après la prétendue incapacité de Bip Bip à courir ailleurs que sur la route, donc bon. Je ne considère pas ça une infraction d'ailleurs, étant donné que, justement, Coyote fait passer ça pour une route. La loi est flexible et magnanime. Par contre, infraction à la règle 1 parce que Bip Bip fonce droit sur le coyote et le piétine. Coyote se procure au milieu d'autres commodités venant d'un fournisseur anonyme un moteur électrique provenant de la compagnie Ace et non Acme. Ace qui d'ailleurs était un vrai constructeur de motocyclettes, bien qu'il fût repris par Indian plus de 20 ans avant le cartoon. Grosse coïncidence, certainement. Une nouvelle fois, quand Coyote se procure des chaussures à propulsion intégrée provenant de la marque Fleetfoot. Et Bip Bip qui ne court pas sur la route au début de la scène, donc un malus pour la règle 5. Et il piétine encore Coyote, dans le dos en plus, se lâche. Et c'est tout pour le premier cartoon seulement. Depuis Bip Bip en 1952, Bip Bip a appris à être plus pacifiste.
un peu. Mais il ne s'empêche pas pour autant de continuer à enfreindre la loi. Notamment lors d'une longue, néanmoins exceptionnelle, séquence où il se fait poursuivre dans une mine, et non sur la route. Donc règle numéro 5 obligée, pénalité. La règle numéro 9 est assez vague, parce que Coyote étant une force de la nature malgré tout, c'est dur à estimer quand il est réellement blessé par quelque chose. Mais je fais une entorse quand on le sent blessé par un de ses échecs. Comme ça arrive quand il tombe d'une hauteur vertigineuse après s'être propulsé dans les airs. Il sort de son trou chancelant et haletant, donc pour moi ça compte. Non mais partez du principe que le nombre final a beaucoup de chances de ne pas être 100% objectivement juste. Aussi, à la toute fin, Bip Bip est dans un train, donc sur une voie ferrée, donc pas sur la route, donc... Troisième cartoon, Going Gauche, qui ne présente pas trop d'infractions. N'empêche, Bip Bip piétine encore une fois Coyote, qui pourrait juste se trouver au milieu de la route. Mais si Bip Bip a le réflexe pour s'arrêter juste devant un couvercle, il a le réflexe pour s'arrêter devant Coyote. Et il ne le fait pas. Je n'ai pas compté quand une situation similaire est arrivée dans Fast and Furious, parce que, bon, disons que le Coyote traversait la route et que Bip Bip ne court pas directement sur lui. Aussi, Coyote se procure un ventilateur provenant de la marque Excelsior, et dans un léger twist de la fin déjà vu les 2 fois d'avant, Bip Bip conduit le camion qui roule sur Coyote. Donc je compte comme infraction à la règle 1. Zipping Along débute avec un Bip Bip qui, non content de piétiner le Coyote, le fait à répétition. Je le compte comme une seule infraction, mais bon, il pousse le bouchon un peu loin le fripon. Au moins il fait en sorte que la règle 10 soit bel et bien appliquée. On lui accordera ça. Coyote utilise des graines pour oiseaux de la marque Acme, mais les agrémentes de billes de plomb pas de la marque Acme. C'est de nouveau Ace, qui s'est visiblement reconverti. Coyote s'essaie ensuite à l'hypnotisme, mais Bip Bip utilise délibérément un miroir pour retourner le coup directement contre Coyote, le poussant ainsi à se jeter d'une falaise. C'est un peu flexible, mais je le compte comme infraction à la règle 1. Aussi, on le voit au bord d'une falaise, et donc pas sur la route. De même, on le voit emprunter un ponton en bois reliant une corniche montagneuse à une autre. Au début de Stop, Look and Hasten, Bip Bip piétine le Coyote encore une fois, avant même que ce dernier ne soit tenté de le manger en plus. Coyote se retrouve face à un tigre de Birmanie, et en sort sans séquelles visibles, mais on peut considérer qu'il y a eu une bagarre. Donc je considère ça comme la première infraction à la règle 2. Bip Bip est poursuivi par le Coyote sur une voie ferrée, donc pas sur la route, et pour écrire le mot de la fin, il court sur le terrain à côté de la route. Tout pour la frime, mais c'est une infraction quand même. Ready, Set, Zoom ne présente qu'un seul petit cas d'infraction à la règle 5, avec Bip Bip à côté de la route. La fin, en revanche, est un gros cas d'infraction à la règle 2, avec toute une armée de coyotes se lançant à la poursuite du coyote principal, celui-ci déguisé en Bip Bip femelle. Gaiden Muscle débute avec Bip Bip qui enfreint 2 règles pour le prix d'une. Allez, c'est la fête. Non seulement il court ailleurs que sur la route, mais en plus il court sur le Coyote, qui n'avait rien demandé et qui n'était même pas sur la route du coup. On le retrouve une nouvelle fois sur le bord d'une falaise, et 2 autres fois, il vient provoquer directement Coyote, bien que celui-ci soit à côté de la route. Eh, c'est pas ma faute si Chuck Jones a établit une règle aussi restrictive. À la fin du cartoon, Coyote démolit le 4e mur en posant une annonce pour qu'un autre Coyote le remplace. En confirmant son statut d'acteur, Coyote brise en quelque sorte la règle numéro 3. Il s'arrête car il n'est pas fanatique, juste un acteur. C'est clair, non? Bon, en vrai, si quelqu'un a une idée de ce qui pourrait clairement briser la règle numéro 3. Dans G-Wiz... Bip Bip est vu en train de manger juste à côté de la route. Ça encore, j'accepte. Puis il est vu en train de manger une 2e fois, mais ailleurs que sur la route. Ça, j'accepte pas. Vers la fin, il court jusqu'au bord d'une falaise, encore un malus. There They Go débute exactement de la même façon que Gaiden Muscle. Et donc Bip Bip enfreint les 2 mêmes règles. Il blesse Coyote et il ne court pas sur la route. Ce qui est ironique parce que quelques secondes plus tard, on le voit bel et bien suivre le tracé exact de la route. Mais trop tard, le mal est fait. Tout pour provoquer Coyote, j'imagine. Et revoilà Bip Bip sur le bord d'une falaise, allez. À la fin, Coyote lève littéralement le drapeau blanc, certes pour indiquer la fin du cartoon, mais un drapeau blanc, c'est un drapeau blanc. Probablement un prolongement de sa réalisation tardive après le coup des cailloux, on peut considérer qu'il abandonne. Et donc, règle 3, enfreinte. Scrambled Hatches n'a surprenamment qu'un seul cas d'infraction à la règle 5 avec Bip Bip sur le rebord d'une falaise. C'est d'ailleurs la seule infraction notable dans ce cartoon. Il y a du progrès. Hélas, le soufflet juridique retombe avec Zoom and Board. Et durant ces 2 premières minutes, 2 cas de Bip Bip qui quittent la route pour favoriser les collines. Coyote, quant à lui, utilise un fusil à harpon de la marque Ahab, référence au protagoniste de Moby Dick, mais c'est pas Acme.
Ça mène d'ailleurs à l'apocalyptique dernière minute, où après tout le mal subi, Coyote est de nouveau à deux doigts de l'apoplexie, au point que même Bip Bip n'a pas envie de le faire chuter de la falaise en lui faisant peur avec son cri, comme il le pourrait. La règle numéro 9 n'aura probablement jamais paru autant enfreinte. Ah, et encore une fois, Bip Bip passe sur la route. Ouah, Bigon n'a pas ni un, ni deux, mais 3 cas de Bip Bip passent sur la route en l'espace d'une minute. Aussi, Coyote se retrouve forcé à traverser un vieux champ de mine abandonné installé par l'armée. Donc le résultat d'une force extérieure autre qu'un camion, un train ou ce qui fait partie de l'environnement du désert. Aucune entorse-loi à signaler dans Hook, Line and Stinker. Une première. Le suivant par contre, Hip Hip Hurry, voit Bip Bip retomber dans le travers de courir ailleurs que sur la route. Ainsi que celui de blesser directement Coyote, en lui infligeant un croche-pied alors que ce dernier est en pleine hyper vitesse. Hot Rod and Reel, encore Bip Bip qui court sur les corniches et encore une tentative de croche-pied. Que Coyote ne se prend pas, mais il y a claire tentative délibérée là. Et ensuite un nouveau cas de Bip Bip sur le rebord d'une falaise. Wild About Hurry voit Coyote tomber à nouveau dans un champ de mine abandonné, mais c'est sa seule infraction. Fastest with the Mostest dispose quant à lui d'un autre cas de Bip Bip sur le bord d'une falaise. Et ça arrive de nouveau à la fin, mais je l'exclus car c'est à cause de Coyote qui lui fait croire qu'il s'agit d'une déviation. Donc il n'y avait pas intention d'enfreindre la règle cette fois. On continue avec Hopalong Casualty, dans lequel Bip Bip est à deux doigts d'enfreindre la règle 5 2 fois. Mais les 2 fois, il reste sur le bord de la route, donc ça passe. Et puis vient la fin où il est sur le rebord d'une falaise encore une fois, mais bordel, Bip Bip, fais un effort! Le bougre recommence dans Zip and Snort en provoquant Coyote depuis le bord de la falaise. Et ce dernier trahit la marque Acme en se procurant des graines pour oiseaux de la marque concurrente, Ajax. Après toutes ces années de bons et loyaux services, Bip Bip devient également conducteur de train, et n'a pas l'intention d'empêcher celui qui poursuit Coyote de continuer sa route jusqu'à New York. Bon après, ça change du camion j'imagine. Lickety Splat ajoute 2 nouvelles infractions à la règle 5 avec Bip Bip au bord d'une falaise dans les 2 cas. Même si c'est possible que d'une séquence à l'autre, il n'ait pas bougé de sa colline. Mais dans le cas d'un enchaînement de séquences, je considère que c'est 2 situations différentes. Non bah restez, je vous promets que par la suite il y aura autre chose que des Bip Bip au bord d'une falaise. Bip Prepared débute avec Bip Bip sur le rebord d'une falaise. Et après il profite de faire la nique aux lois de la logique, en plaçant un trou portatif en plein milieu d'un pont pour délibérément faire tomber le canidé à ses trousses tout en bas. Il court encore une fois autre part que sur la route, mais il y a du changement cette fois, c'est sur une voie ferrée qu'il commet son crime. Mais ça change rien, c'est Roadrunner par Railroad Runner. La fin du cartoon laisse suggérer que le dernier échec du Coyote lui coûte réellement la vie pour une fois. C'en est étonnant d'ailleurs de se dire que Coyote est mort très peu de fois dans ces cartoons. Contrairement à Gros Minet, qui en fonction des règles suivies, a trépassé aux alentours d'une bonne 50aine de fois. Bon après, avoir 9 vies, ça aide. Adventures of the Roadrunner est un intéressant spécimen. Il ne s'agit pas d'un cartoon officiel du catalogue, mais d'un pilote de 20 minutes en vue d'une série télé avec Bip Bip et Coyote qui n'a finalement pas vu le jour. J'en parlerai plus en détail lors d'un éventuel galerie de toons sur le duo. Ça reste Bip Bip et Coyote sous Chuck Jones, et donc voyons les fautes commises dedans. Eh bien, ce pilote est l'occasion d'inaugurer les infractions à la règle 4, à savoir les personnages ne parlent pas. C'est bien ce que fait Coyote ici, s'exprimant directement à l'audience avec le ton de voix et la personnalité qu'il adopte dans les cartoons où il est contre Bugs. Il le fait presque tout le long du pilote, donc je le compte qu'une seule fois. Il y a un gag volé à Stop, Look and Hasten, donc puisqu'il s'agit de reprise directe, je ne compte pas, même si ce gag ne présente aucune infraction. Par contre, juste après, on voit Coyote avec des bandages sur toute la partie inférieure. Pour la toute première fois, si je ne m'abuse. Claire indication que le Coyote a réellement été blessé par son échec. Donc pour moi, ça compte comme infraction à la règle 9. Bip Bip provoque à nouveau Coyote ailleurs que sur la route, on s'y habitue. Et à la fin, après sa longue succession d'échecs avec une catapulte, Coyote est de nouveau vu avec des bandages, cette fois sur tout le corps. 2 fois dans le même pilote, alors que ce n'est jamais arrivé avant. Eh ben. Aussi, lors d'un, je suppose, twist, la catapulte utilisée par Coyote est produite par la société Roadrunner Blueprint Co. Et non pas Acme. Il aime tellement pas Acme qu'il va acheter chez son propre ennemi maintenant. Ah, et cerise sur le gâteau, durant l'épilogue, Bip Bip ne peut pas s'empêcher d'aller embêter Coyote directement chez lui, alors que le pauvre était en train de dormir, brisant une nouvelle fois les règles 1 et 5 en même temps. On revient au format traditionnel avec Zoom at the Top, qui commence avec, devinez quoi?
Exactement. Mais déjà plus surprenant, on a une deuxième infraction à la règle 4. Après s'être pris un de ses pièges dans la figure, Coyote lâche non pas un cri de douleur, mais un distinct aïe blasé. Ouch. J'exclus To Beep or Not To Beep car il s'agit d'un cartoon uniquement constitué de scènes directement reprises de Adventures of the Roadrunner. Ce serait de la triche. Donc on passe au dernier cartoon Bip Bip et Coyote de l'âge d'or réalisé par Jones, War and Pieces. Et on pouvait pas partir sans d'autres occasions de voir Bip Bip au bord d'une falaise, qu'est-ce que vous croyez? Même que ça arrive 3 fois. Le tout dernier gag réussit l'exploit de briser 3 règles d'un coup. Et pour la première fois, la règle numéro 6 est enfreinte. Car Coyote traverse le centre de la Terre pour atterrir à l'opposé en Chine, présentant donc un décor différent du désert sud-américain. Là-bas, il y croise un Bip Bip chinois, qui n'est pas sur la route, et qui blesse directement Coyote en mettant un gong sur son chemin, contre lequel il se heurte. Vous le comptez comme une infraction à la règle 1 en admettant qu'elle ne s'applique pas qu'au Bip Bip sud-américain. Sinon, vous le comptez comme une infraction à la règle 2. Moi, je choisis 1. Et on a fait le tour de l'âge d'or. Mais nous n'avons pas fini, monsieur dame, car Chuck n'en est pas resté là avec ses personnages. Après les cartoons de Deux Patty Freeling, le retour des personnages s'est fait par le biais de pubs et autres courts segments, en général pas de Chuck. Sauf dans le cas de segments créés spécifiquement pour la série éducative pour enfants The Electric Company. Ça se voit dans le style visuel, portant la patte facilement reconnaissable du Chuck Jones des années 70 et 80. Jones a réalisé quelques segments mettant en scène Bip Bip et Coyote et jouant beaucoup avec son amour des panneaux utilisés par les personnages pour communiquer, car il permettait de renforcer les aptitudes de lecture des jeunes spectateurs. En tout cas, même face à des jeunes enfants innocents, Bip Bip continue d'enfreindre la loi. On le voit à 2 occasions ailleurs que sur la route, comme d'hab, et la punchline d'une séquence avec Coyote suivant les indications d'une série de panneaux, dont à le forçant à sauter par-dessus un ravin, plus que suggère que c'est Bip Bip qui les a posés. La règle 1 est de nouveau brisée. Et pour le plaisir d'ajouter des malus parce qu'on est méchant, le film compilation The Bugs Bunny Roadrunner Movie prolonge le dernier gag de Bip Prepared de quelques secondes, et on y voit Constellation Coyote pour chasser Constellation Bip Bip. C'est donc un environnement différent dans lequel on les voit en action, même si ce ne sont pas les vrais personnages, mais admettons pour le principe. Et du coup, ça fait aussi que Bip Bip court dans l'espace et non sur la route. On est impartial chez Chroniques de Nick, je l'ai sans doute déjà dit. Mais revenons à des cartoons traditionnels. Chuck a pu en réaliser 3 au crépuscule de sa carrière. Freeze Frame est un cartoon dont le principe même brise complètement la règle fondamentale du désert sud-américain, car Coyote y conduit Bip Bip vers les montagnes enneigées dans l'espoir de le capturer plus facilement. Nous avons donc un nouvel environnement et fatalement ça pousse Bip Bip à courir ailleurs que sur la route. Mais je le compte pour une seule infraction à cette règle, parce qu'elle est continue en l'occurrence. Je note aussi que Coyote se fait attaquer par des chiens de traîneau, mais qui ont été fournis par Acme, donc le cas de figure numéro 2 est toujours techniquement respecté. L'avant-dernier, Super Sonic, présente à nouveau une occasion de Bip Bip sur les montagnes escarpées et au bord d'une corniche, blablabla. À côté, on a une toute nouvelle infraction à la règle 2. Un gag recycle le coup du piège à tigre de Birmanie, cette fois-ci avec un papier tue-mouche géant, qui attire de toute évidence une abomination de la nature plutôt, qui en profite pour tabasser Coyote au passage. Ah, et 2 nouvelles instances de Bip Bip passent sur la route. Bah, tant qu'à faire. Petit interlude avec un cartoon de Bugs Bunny, Portrait of the Artist as a Young Bunny, incluant un petit caméo d'un petit Coyote et d'un petit Bip Bip. Et vous reprendrez bien Bip Bip qui court sur un champ et non sur la route, pas vrai? Je veux dire, on ne s'en lasse pas, quoi. Ah oui, et par conséquent, l'environnement forestier est complètement différent du désert habituel. Et on termine enfin avec le tout dernier Bip Bip et Coyote de Chuck Jones, Chariots of Fur, sorti en 94. Vous me croyez, si Bip Bip ne court pas sur la route dans celui-là, autant garder la tradition jusqu'au bout. Et encore, c'est très bref, mais on peut clairement le voir quitter délibérément la route qui est de l'autre côté. Jones recycle le gag du papier tue-mouche, lui-même recyclant le gag du piège de tigre de Birmanie donc, avec Coyote qui place cette fois un piège à souris géant, attirant ainsi un purée de gros rats. Tu sais ce qu'il dit le rat? Qui le tabasse bien évidemment. Et j'aurais adoré vous dire que les choses se terminent en fanfare, mais non, après on a 2 autres cas de Bip Bip au bord d'une falaise. C'est un peu nul, mais c'est comme ça, c'est la vie. La vie c'est nul, mais Bip Bip et Coyote c'est génial. Et je me perds encore dans mes pensées. Ah non tiens, j'ai une dernière carte dans ma manche. Superior Duck, sorti en 96. Un cartoon de Daffy qui inclut des caméos de bien d'autres personnages, dont Bip Bip et Coyote. Dans un décor futuriste, donc pas dans le désert sud-américain. Bip Bip court sur les toits au lieu de sur la route, c'est la dernière fois, promis. Et Coyote, quant à lui, décide de changer de cible, préférant manger un canard que rien du tout. Donc sur le coup, on perd le côté obsessionnel. Encore une fois, je ne sais pas ce qui brise techniquement la règle, de toute façon cette vidéo a surtout un intérêt humoristique.
donc j'espère que vous avez bien ri. Bref, au total, nous pouvons déclarer que les lois autour des cartoons Bip Bip et Coyote ont été enfreintes pas moins de 104 fois. Et encore une fois, seulement sous la direction de Chuck Jones. On aurait pu gonfler le nombre en incluant les efforts d'autres époques et réalisateurs. Et tant qu'on y est avec les statistiques, la règle la plus souvent enfreinte est, vous ne l'aurez pas vu venir, la règle numéro 5, brisée 55 fois, et donc représentant plus de la moitié du nombre total d'infractions à elle seule. Et pour les règles jamais brisées, la règle 8, bien qu'en soi de base elle sonne difficilement comme une pure règle, la règle 10, et de toute évidence, la règle 11. Hein? Quoi? Quelle est la morale de cette rétrospective? Il faut toujours une morale, vous dites? Hein? Eh bien, que même Chuck Jones peut dire de la merde. Ouais, faisons comme ça, pourquoi pas. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette histoire des toons face à la loi. Et par une curieuse coïncidence, il y a un certain film qui porte sur ce sujet. Et ce serait cool qu'un certain studio se décide à le sortir au lieu de le retenir en otage. Enfin moi, je dis ça. On se retrouve lors de la prochaine chronique. Ciao!